À l'entrée de l'habitation Clément, deux tableaux représentant la coupe de la canne à sucre et l'expédition des fûts de Rome, l'alpha et l'oméga de la raison d'être des habitations. Mais l'habitation est aussi un lieu de vie, et ici le décor est somptueux. Une allée de palmiers royaux borde un paisible plan d'eau. Ce palmier argenté croît pendant des décennies, puis il fleurit et meurt. Le moulin à bête est le plus ancien système de broyage de la canne à sucre utilisé aux Antilles dans l'industrie sucrière. Il était tiré soit par des ânes, soit par des hommes. Les antiques cuves de cuisson du mou sucré sont exposées dans le parc, car l'habitation Clément est maintenant un musée, la production du rhum se faisant à quelques kilomètres d'ici, au François. Le rhum de la maison Clément est fabriqué à partir de canne bleue, une variété colorée originaire de la Barbade, très riche en sucre et en potentiel aromatique. On embouteille encore sur ce site et on laisse vieillir le rhum dans ses chais au nom de Georges Clément, façonné en 1999. Des documents d'époque aux images brouillées par le temps illustrent les méthodes de production du rhum agricole au temps de la splendeur de l'habitation. Les gestes, les conditions de travail, les outils, tout y est. Et aujourd'hui, 150 ans plus tard, dans l'atelier musée, ces mêmes machines tournent avec le doux ronronnement des mécaniques bien huilées. Broyage de la canne. Transfert des déchets végétaux. Fermentation et distillation. Et l'étrange beauté du cœur d'une colonne à distiller. À cette époque, devant les chaudières, des ouvriers enfournaient en permanence le combustible qui allait permettre de distiller l'alcool. Ici se font les coupages de rhum natif et de rhum vieux, leur maturation jusqu'à obtenir le goût désiré. Les anciennes machines sont toujours exposées. Pompes, filtres, containers.
et le petit train de canne à sucre qui a remplacé les lourds chariots tirés par des bœufs. Qui dit habitation dit bâtiment d'habitation. Les écuries qui rappellent l'importance des chevaux dans la vie des propriétaires. La cuisine, qu'on appelle aussi la case à potins, tout près de la grande maison. Le logis principal devait être capable d'abriter une famille nombreuse et les nombreux invités et clients qu'il fallait recevoir dignement pour la publicité. L'intérieur de la cuisine. Les pièces centrales sont entourées d'une véranda qui court sur les 4 côtés de la maison. Aérée par des fenêtres à claire-voie, elle reste étonnamment fraîche et agréable malgré la chaleur extérieure, surtout la salle à manger. Chaque pièce a son caractère propre, plancher de bois ou carrelage raffiné, et sa décoration spécifique. Piano, livres, table de cartes, rien ne manquait au confort. Ni les tableaux colorés, ni les commodités modernes. Et le luxe absolu à une époque où beaucoup de maisons n'avaient pas l'eau courante. Il devait faire bon vivre ici pour le propriétaire. Le fort Saint-Louis ne se visite pas car c'est la base navale de la Marine nationale aux Antilles. Le premier fortin de bois est apparu en 1638. Les dessins du fort royal ont été établis en 1676 par un disciple de Vauban. Après de nombreux changements de nom, il est devenu le fort Saint-Louis en 1814 et jusqu'à nos jours. On voit encore des traces des anciennes fortifications, murs, poternes. Toute la vaisselle moins bien rangée, non carbone moins pas cachaté, même les cyclones passés, la porte est finette bien fermée, toute la vaisselle moins bien rangée, moins d'un carbone moins qu'à chauffer. Retour à la cathédrale Saint-Louis et à son intérieur si élégant. S'il est moins beau ou toujours
Promenade dans les rues piétonnes désertées un dimanche après-midi. Elle nous mène au canal Levassor, traversé par le pont Guédon. D'ici, on a une vue magnifique sur de jolies maisons et le marché aux poissons d'un côté. Au retour des pêcheurs, c'est un endroit très animé. De l'autre côté, le centre d'affaires de la pointe Simon, avec tout au fond le pont de l'abattoir et au loin, la mer au sud de la baie de Fort-de-France. Cette fontaine jadis fournissait la moitié de l'île en eau potable. Passage devant la maison de la canne à sucre, petit musée fermé aujourd'hui. Sur la navette qui va de Trois-Îlets à Fort-de-France. On double la pointe du bout. Et 20 minutes plus tard, arrivé dans le port industriel de Fort-de-France, on longe le fort Saint-Louis. Les taxicos nous ont amenés à Saint-Pierre, situé sur la mer des Antilles, juste en dessous de la montagne Pelée et des pitons du Carbet. La chambre de commerce a été créée en 1820 pour représenter les intérêts commerciaux et industriels de la ville. Ce bâtiment a été détruit par l'éruption de 1902. Reconstruit à l'identique, le bâtiment aéré grâce à sa galerie périphérique est un modèle d'architecture créole. Il abrite aujourd'hui le service d'art et d'histoire de Saint-Pierre. La première église du quartier du Mouillage date de 1654 et était une partie d'un monastère dominicain. En 1853, Monseigneur Le Herpeur, arrivé en Martinique, transforma la paroisse en évêché et démarra des travaux d'agrandissement qui durèrent 30 ans. L'église actuelle, qui date de 1924, n'a plus grande ressemblance avec celle qui fut détruite en 1902. Dans l'église moderne sont conservés les documents, photos de la catastrophe, réactions des ecclésiastiques face à l'ampleur du désastre et aux morts civils et religieux qui dorment sous les cendres. On y trouve aussi l'histoire de la Renaissance de Saint-Pierre qui reconstruit édifices et maisons, mais gardera des reliques en souvenir. Les vitraux, dont le thème est la résurrection, se lisent de bas en haut. Des tons sombres et froids qui progressivement s'échauffent et explosent en un rayonnement de lumière dorée. Et justement, on longe ici les vestiges des maisons et des hangars qui se dressaient sur les quais du port. Vu du haut de l'escalier, le contraste est vif entre la joie de vivre qui s'étale là-dessous et les ruines juste en face. L'éruption de 1902 a pratiquement détruit la ville et fait 28 000 morts. Le passé guerrier de la ville face aux attaques des Anglais, à celles de Napoléon ou à celles des insurgés esclaves lors des révoltes. Et sur cette place, les esclaves insurgés le 22 mai 1848 ont obtenu la libération de l'esclave tambouvé romain. L'abolition de l'esclavage suivra en mai 1848. La fontaine commémorative de l'abolition de l'esclavage fut érigée ici. Autre lieu de mémoire, le théâtre.
Il date du XIXe siècle et c'est un lieu de luxe. Avec sa façade néoclassique, ses marbres, stucs, dorures, tapisseries, rien n'y manque pour attirer les célébrités de l'époque. Au fond de l'esplanade, la fontaine aux dauphins. Adossé à l'escalier monumental, un lion la couronne. Au-dessus de l'escalier, les loges, la scène sont encore visibles. Saint-Pierre renaissant de ses cendres est une métisse lascive émergeant de la cendre comme un phénix. Cette statue de Madeleine Jouvray fut érigée en 1917 pour redonner vie et espoir à la ville détruite. Le théâtre se dressait entre la prison et un établissement pour jeunes filles. En longeant les petites ruelles aux noms évocateurs, nous arrivons à la prison ou à ce qu'il en reste. Dans cette prison, Louis-Auguste Syparis purgeait une peine de 8 jours de cachot pour une tentative de fuite ratée. Les murs épais et la toute petite ouverture le protégèrent du pire, et il fut secouru 3 jours après l'éruption, ce qui lui permit d'aller exhiber ses brûlures en Amérique, embauché par le cirque Barnum. On ne connaît qu'un seul autre survivant. De retour face à la mer, nous quittons Saint-Pierre. Poursuivis par les cris d'enfants joyeux.